Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Bienvenue à vous, nous vous embarquons pour 52 minutes de bonne humeur. Alors malheureusement, ce sera sans le chanteur Didier Barbelivien qui, du fait des petits problèmes de transport, ne pourra pas être des nôtres, mais ce sera avec Barbelivia ce matin. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais dire que j'attends Didier, j'attends de pied ferme. Je t'attendais, et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime, des mariés de Vendée. On va se calmer, Barbelivia. Oui, D'accord. je ferai la suite après. D'accord, ce n'est que partie remise, il sera des nôtres un autre jour. Allez, si vous aimez les sagas familiales et les arts décoratifs, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous. Nous vous raconterons la fabuleuse histoire d'Isidore Odorico, le maître de la mosaïque dans le Grand Ouest. L'historienne de l'art Capucine Lemaître lui consacre avec Daniel Enoch un très joli ouvrage servi par des photographies magnifiques. Vous découvrirez cela dans quelques instants. Nous remonterons le temps également en compagnie de Christelle Molina, comme chaque semaine. Grâce aux archives de l'INA, elle nous emmènera en 1962, à une époque où, faute de travail en Bretagne, les jeunes filles partaient à Paris et elles s'engageaient comme employées de maison, bien souvent. On en parlera avec elle. Nous vous emmènerons également faire une visite insolite dans les souterrains de Vannes. Et puis, ce sera notre rubrique déco également avec Aurélie Vérité. Elle sera là pour vous donner des conseils d'aménagement d'intérieur. Ce matin, on se penchera sur la meilleure façon d'intégrer une cheminée dans son séjour. Sans oublier l'ami Billy, vous commencez à le connaître maintenant, il sera en duplex avec nous depuis la SPA de Rennes avec des très bonnes nouvelles. Je vous en dis pas plus. C'est l'heure maintenant de la météo, ma chère Catherine. Oui, alors ça y est, déjà ça a commencé. Hier, il faisait beau. Là, les nuages sont juste de passage tranquillement. Le soleil est là. On a entre 12 et 14 degrés. Donc ça y est, le printemps est là. Non, c'est bon. C'est pas possible. De quoi? Bah non, c'est pas possible. Bah vous avez chanté. Oh non, de là. C'est pas possible. Non, c'est non, fou. bah oubliez tout ce qu'elle a dit. Il va pleuvoir, c'est une obligation. Voilà, allez. Autant de bonnes raisons justement de rester chez vous, à regarder votre télévision. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où l'émission est diffusée en live. Vous faites comme nous, vous prenez un bon petit café, vous vous installez dans votre canapé. On se retrouve tout de suite, 9h50 le matin. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. C'est une émission ensoleillée qui commence, une émission haute en couleurs. Allez, bonjour Christelle, bonjour Aurélie, bonjour Capucine. Que des filles ce matin, incroyable. Je crois que ça ne nous est jamais arrivé dans l'émission. Ça va tout changer, vous allez voir. Alors, je vous le disais en introduction, malheureusement, le chanteur Didier Barbelivien ne pourra pas être des nôtres ce matin. Mais bon, ce n'est que partie remise. Je suis sûre que vous connaissez toute une chanson de Didier Barbelivien. Je vois Christelle qui a les yeux qui brillent, c'est sûr. Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Toutes les filles que j'ai aimées avant. Oui, ouais, mais ça manque de... À toutes les filles que j'ai aimées avant. En c'est un peu difficile de dire ça comme ça. Mais... Vous avez loupé votre carrière, hein? Il y a de l'espoir. Allez, je vous propose qu'on retrouve tout de suite notre ami Billy à l'SPA de Rennes avec une très bonne nouvelle. Souvenez-vous de cette petite chienne Iseult qui nous avait présentée la semaine dernière. Eh bien, elle a été adoptée. Alors aujourd'hui, Billy, vous nous présentez de nouveaux compagnons à qui offrir une nouvelle vie. On vous retrouve. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, nous sommes cette semaine de retour au refuge de la SPA de la Route de Lorient avec notre amie Jennifer. Ça va bien cette semaine? Ça va, merci. Impeccable. Impeccable. Alors aujourd'hui nous avons un petit loulou qui s'appelle Eric. Eric. Bonjour jeune homme. Alors Eric, un petit boxer. Voilà, j'allais dire un petit boxer. Alors vas-y, parle-nous un petit peu d'Eric. Il a 2 ans, donc c'est un chien plutôt tranquille. Voilà, malgré son jeune âge, il est quand même assez posé. Bon, c'est un chien qui est polyvalent, qui va avoir besoin de se dépenser quand même pas mal en extérieur, mais qui saura être calme en intérieur. D'accord. C'est un chien plutôt facile à vivre, qui apprécie les enfants. Ce que j'allais dire, les enfants, on est OK? Oui, OK enfant, OK fifi. Il n'y a pas de souci avec les femelles. Par contre, on fera quand même attention avec les autres mâles. D'accord, OK. Il Parce pourra que malgré éventuellement son petit côtoyer, caractère mais sympa, là... De là à vivre avec, on va éviter. D'accord. Donc on rappelle Eric, ce petit jeune homme là qui est très très beau, franchement un beau boxer, petit calibre de chien, donc même si on habite en appartement et qu'on a le temps de le sortir, c'est bon. Tout à fait. Si on a une maison, c'est encore mieux. Donc franchement, ouais, c'est juste le petit coin au niveau du canapé devant les programmes de France Télévisions qui l'attendent là. C'est ça. Donc on attend que ça. Venez le chercher aujourd'hui, Eric. À bientôt Laurence, à tout à l'heure. J'ai dit à bientôt, non mais à tout à l'heure, parce qu'on aura encore un autre petit loulou à vous proposer. Allez, à tout à l'heure Laurence. À tout à l'heure Eric. Billy, pardon, merci beaucoup. Eric, justement, c'est le nom du chien. Même moi, je m'en mêle les pinceaux, ça va pas du tout ça. Vous moquez pas, Catherine.
Il y a des Eric qui portent plainte là sur le site internet de France 3 Bretagne. Donc, Allez, Capucine Lemaitre, vous êtes avec nous. Vous êtes historienne de l'art, chargée de cours à Rennes 2. La mosaïque, c'est véritablement votre dada. C'était d'ailleurs le sujet de votre thèse. Pourquoi cette passion ? Alors, j'ai commencé il y a très très longtemps en visitant des sites archéologiques, un petit peu partout dans les pays méditerranéens. Et puis, petit à petit, j'ai commencé vraiment à travailler sur la restauration, la conservation du patrimoine archéologique et des mosaïques. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Hélène Guéné, qui est la grande historienne de l'art, qui a découvert ce patrimoine odorico, qui a été la présidente de mon jury de thèse, et puis qui m'a guidée voilà, tout au long de mes recherches. Et puis j'ai continué, et ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur la mosaïque. Sur la mosaïque. Vous êtes donc incollable, forcément. Alors, le fait que vous soyez incollable, ça a donné naissance à ce très très bel ouvrage publié aux éditions Ouest France sur Isidore Odorico, le maître de la mosaïque dans le Grand Ouest. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est possible, qui est cet homme, Isidore Odorico ? Alors, Isidore Odorico, c'est un Italien qui vient de la région du Frioul et d'un petit village qui s'appelle Sequals dans le Frioul. Donc, c'est la région vénitienne, vous avez les belles photos là d'ailleurs de la famille à Venise, et qui est le fils en fait de toute une famille de mosaïstes qui a migré donc d'abord à Paris pour travailler sur le chantier de l'Opéra Garnier avec Gian Domenico Facchina, et puis qui va ensuite rester sur place et s'installer à Rennes. Alors Rennes où ils vont réussir à implanter un peu cet art de la mosaïque, alors que c'est pas du tout une tradition décorative bretonne. C'est ça qui est étonnant. Donc c'est vraiment un pari un peu fou, mais qui est réussi. Et puis Isidore Odorico, auquel on s'est vraiment intéressé dans l'ouvrage, c'est le fils de cette première génération, qui lui, par contre, est un véritable artiste, parce qu'il va passer par l'école des Beaux-Arts de Rennes. Et puis, il va développer son propre style. Voilà, c'est ça, c'est ce qui fait toute son C'est originalité. sa personnalité. Il a développé une patte Odorico. C'est ça, exactement. On reconnaît tout de suite. Alors, c'est pas un artisan isolé, c'est un véritable chef d'entreprise. Ah oui, fait. c'est aussi les raisons de cette réussite, c'est qu'il est à la fois artiste, il a un regard un petit peu d'architecte, parce que la mosaïque, c'est quand même une partie intégrante d'une architecture. Il sait tout de suite ce qui va pouvoir donner quelque chose de grandiose en fait dans un décor, même petit. Et puis, il est en même temps chef d'entreprise et il sait diriger des équipes de mosaïstes qui vont travailler pour lui à la fois en atelier et sur les chantiers. Alors, c'est ça qui est étonnant. Il commence petit. Au début, il fait des paillassons. Alors ça, c'est surtout la première génération. Oui, qui faisait donc ça a progressé, cet art a complètement petit à évolué petit, au fil du temps. Exactement. Alors comment on peut définir le style Odorico, la signature Odorico ? C'est pas évident non plus. Alors il a puisé dans différents répertoires. Il travaille vraiment dans l'entre-deux-guerres. Donc là, c'est l'explosion de l'art déco. Il y a eu la grande exposition des arts décoratifs à Paris en 1925. Et lui est aux Beaux-Arts à cette époque, où les revues évidemment circulent, où le style art déco est un peu partout. C'est une période aussi entre deux guerres où on a envie de se faire plaisir, d'être bien, on a envie de couleurs. Et donc lui, en passant par les Beaux-Arts, il va réussir à développer, grâce à toutes ces tendances, un style à part, alors avec beaucoup de choses très géométriques, des cercles imbriqués. Peut-être que les cercles imbriqués sont sa marque de fabrique. On les reconnaît, on les trouve beaucoup dans les commerces. On les voit là, c'est ce qu'on a choisi cette aussi image. pour la couverture, justement. Alors, on retrouve où son empreinte ? Un peu partout en Bretagne ? Est-ce que ça va au-delà des frontières de la Bretagne ? Alors, oui, parce il a travaillé, on va dire, jusque dans le Finistère, pour la côte nord, puisqu'il a développé 600 mètres carrés de mosaïque au sanatorium de Roscoff. Parce que ça avait une fonction hygiénique ? Ben oui, parce qu'il fallait que ce lieu soit particulièrement propre pour les enfants qui étaient atteints de tuberculose notamment, et qui étaient accueillis dans ce sanatorium. Et puis, il fallait que tout soit lavé à grande eau, y compris les cuisines, le réfectoire, les chambres, etc., les couloirs surtout. C'était les prescriptions des médecins de l'époque. Et donc, la mosaïque s'avérait le revêtement idéal. Alors, bien sûr, à Rennes, une énorme empreinte Odorico. Qui étaient ses clients ? Est-ce que c'était des particuliers, mais peut-être pas seulement ?
Ses clients sont nombreux en fait. Il a un carnet d'adresses qui est très vaste. Il connaît très bien les architectes. Il est aussi très proche, alors par le biais du football, de tous les notables et des élites rennaises, ce qui fait qu'il est, il est en relation à la fois avec les architectes, les entrepreneurs, les élus qui cherchent aussi à développer des établissements publics, comme la piscine Saint-Georges, par exemple. Et il va obtenir comme ça des grands chantiers où il va faire travailler pratiquement une centaine d'ouvriers. Donc un véritable chef d'entreprise. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aurélie, Christelle, vous connaissez Odorico ? Oui, un petit peu dans le quartier Saint-Hélier, notamment à Rennes, où c'est vraiment très marqué. Et j'avais eu l'occasion de voir qu'il y avait des visites qui étaient organisées par des guides de la ville de Rennes pour justement découvrir un petit peu l'histoire. C'est vrai que l'Office du tourisme fait beaucoup de parcours de visites autour d'Odorico et c'est vraiment intéressant parce que ça fait partie de l'identité rennaise. C'est ça qui est original aussi, c'est que finalement dans l'identité rennaise, il y a aussi de l'Italie. Quelque part. Donc c'est un petit peu un mélange toujours intéressant. Christelle, pareil, moi, je connais aussi et j'avais été très agréablement surprise de voir des façades à Angers, Odorico aussi. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il va travailler donc du Finistère jusqu'à la région angevine. Il va même avoir une succursale à Nantes et une succursale à Angers. Tellement l'art de la mosaïque prend en fait auprès des architectes et puis plaît surtout. Il va même être copié d'ailleurs. Et puis il va faire quelques chantiers aussi un petit peu plus loin. À Chamalières en Auvergne, le magnifique hôtel radio qu'on a mis dans l'ouvrage et qui est peut-être un sujet un peu inédit là pour cet ouvrage. Il va le réaliser alors par le biais de relations, parce que tous ces Italiens qui sont arrivés au 19e siècle s'entraident beaucoup, sont très solidaires et se prêtent main forte sur les chantiers. Quand il y a un besoin de main-d'œuvre, hop, ils se déplacent en équipe et puis ils vont travailler tous ensemble. Alors, on va justement se pencher sur une des œuvres d'Odorico qui sont restaurées petit à petit. Exemple avec l'immeuble Poirier à Rennes, à quelques pas des locaux de France 3 d'ailleurs. Le chantier a duré 1 an, il s'est achevé en mai 2017 et il a été suivi à l'époque par Christelle Veillard et Anthony Masto. Du gris, du bleu, du violet, des ors ou argent de Venise, toute une palette de petits morceaux de mosaïque, des tesselles. La façade décline les teintes selon des formes géométriques dans l'esprit art déco. L'immeuble Poirier à Rennes recouvre peu à peu ses couleurs originelles, créées par Isidore Odorico à la fin des années 20. Un vaste chantier de restauration de plus d'1 année. On ne dépose que les parties qui sont vraiment abîmées. En l'occurrence, là, sur les parties ovales que vous voyez, là, ces motifs-là, il y a des tesselles qui ne sont pas encore très abîmées, mais par précaution, on les change aussi, puisqu'on risque d'avoir, si on ne les change pas dans quelques mois ou quelques années, une nouvelle dégradation, et ce serait dommage de refaire encore une restauration. Stopper l'œuvre du temps, c'est toute l'ambition de Michel Patrizio. Avec 2 mosaïstes de son atelier marseillais, l'artisan remet en valeur selon les techniques de l'époque. Cette feuille-là a été calquée précédemment sur les motifs existants, de manière à avoir exactement le contour qui va s'intégrer dans le panneau. C'est la méthode indirecte ou inversée. Les tesselles sont collées à l'envers sur un papier avant d'être posées. Une restitution des motifs observés par l'architecte Séverine Touchet, en charge du chantier. Chaque semaine, elle vient en suivre l'avancement. On n'est pas là pour construire, là pour le coup on est là pour remettre en valeur, restaurer en tenant au maximum en compte les techniques d'origine. Donc on est là, on vient juste dans l'histoire de ce patrimoine, on vient juste faire en sorte qu'il perdure encore un petit peu. Donc on est très modeste. C'est dans un local au 6e étage du bâtiment qu'est réalisée une partie du travail, la découpe de la mosaïque et la composition des dessins, avec l'idée d'en respecter l'esprit visuellement, sans vouloir replacer chaque tesselle totalement à l'identique. Vous le voyez, les morceaux sont très petits, on est sur une façade qui fait quelques centaines de mètres carrés et dont la vision est toujours assez éloignée.
Donc on n'est pas à côté, on ne voit pas le détail. Ce qui compte, c'est que l'ensemble ressemble à l'existant. C'était une période où ils aimaient bien encore le décor. Maintenant, il y en a beaucoup moins des décors, je trouve, mais dans l'architecture. Ça crée une identité forte, moi, je trouve, pour un bâtiment. Et après, on a envie de le conserver, de le maintenir, de le préserver. Et ça fait du bien à l'œil. Enfin, voilà. C'est toujours un beau moment de décoller, de voir la réalisation finie, quoi, parce que tant qu'on la travaille à l'envers sur le papier, on a une idée de ce que ça va être, mais on ne sait jamais la réalité. Un patrimoine exceptionnel à cette échelle est rare aujourd'hui, d'où en 2014 l'inscription de l'immeuble au titre des monuments historiques. La famille Odorico a durant un siècle largement marqué de son empreinte l'ouest de la France et la ville de Rennes notamment, où elle s'était installée. Et ce chantier rennais représente quelque chose d'un peu spécial pour Michel Patrizio, dont la famille de mosaïstes avait, elle, choisi la Méditerranée pour poser ses valises. Je dirais que Rennes, c'est une façade, c'est quelque chose d'un petit peu différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu affectif. Il faut savoir qu'Odorico était un mosaïste qui s'était installé à Rennes, fin 19e, et qui est issu du même village que mes parents, qui eux se sont installés à Marseille, mes grands-parents. C'est intéressant de se retrouver sur un ouvrage qui a été fait à l'époque par des gens qui se connaissaient entre eux, qui étaient de la même famille pratiquement. Une famille, un même village surtout. Sequals, dans la région du Frioul en Italie, a donné naissance depuis le XVIIIe siècle à nombre de mosaïstes qui se sont dispersés dans le monde entier à la suite de Facchina, maître dans cet art et auteur des décors de l'Opéra Garnier à Paris. La famille de Michel Patrizio n'a donc pas échappé au mouvement. Mon grand-père au centre, avec ses deux frères, dont l'un, Dante, que vous avez ici, et l'autre s'appelle Camillo. Dante a fait son apprentissage comme mosaïste avec Facchina à Paris. Donc il avait une très bonne formation. En plus, au dire de Facchina, c'était un très bon mosaïste, un très bon dessinateur, ce qui a permis de s'installer avec mon grand-père qui, lui, dirigeait l'entreprise à Marseille en 1903. Et depuis, de père en fils, les Patrizio n'ont cessé d'exercer leur artisanat de création ou de restauration dans la cité phocéenne. Je me rappelle quand j'étais gosse, comme on dit, on est tombé dans la marmite. Effectivement, moi j'étais tombé dans le tas de mosaïques parce qu'il y avait les jeudis, à l'époque c'était le jeudi, le jour de congé, moi je descendais à l'atelier et puis on aidait les ouvriers à faire des morceaux de mosaïque ou à trier, voilà. Bon, tu sais ce que tu fais, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes à ce niveau-là, par précaution pour éviter qu'on se trompe de couleur. Aujourd'hui, Marjorie et Céline, deux des filles de Michel, ont repris la marteline et la pince. La transmission est assurée pour porter plus loin cet art que la famille a hissé très haut, à Paris, Lourdes ou Lyon, mais surtout à Marseille. Opéra, quantité d'églises, la basilique Notre-Dame de la Garde en particulier, conserve la mémoire de plusieurs générations de Patrizio, à l'origine du sol de la sacristie ou du lustre retrouvé des chapelles, des voûtes et des coupoles. Magnifique travail d'Isidore Odorico. Ça vous fait beaucoup réagir sur Facebook. L'art de la mosaïque, on en parle ce matin. N'hésitez pas, vos questions, vos réactions à Capucine Lemaître, spécialiste de la question, historienne de l'art, puisque vous avez consacré un magnifique ouvrage à Isidore Odorico et à l'art de la mosaïque aux éditions Ouest France. Alors, il y a Cornelia qui nous dit très intéressante, merci beaucoup. Et Sébastien Charles, à qui on fait un petit coucou, qui nous dit bonne journée avec le soleil et une super équipe. Voilà. Capucine, on l'a vu dans le reportage, la technique utilisée, elle est étonnante. Le décor se fait à l'envers sur une feuille de carton. Oui, c'est ça. C'est un petit peu le secret de la réussite aussi, parce que à l'origine, en fait, on plaçait les tesselles une par une dans le mortier pour faire le dessin. C'est la technique que les Romains utilisaient dans les ateliers du Vatican, etc. Et l'ingéniosité des frioulants, c'est qu'ils vont faire ce décor sur des grandes feuilles de papier à l'envers et coller toutes les tesselles à l'envers en atelier pour pouvoir ensuite transporter toutes ces grandes parties du décor sur les chantiers où une autre équipe
prépare le mortier, etc., prépare la surface à revêtir, et où on va positionner en fait le décor à l'envers. Et 48 heures après, ou 72 heures après, quand tout est sec, on n'a plus qu'à enlever ces grandes feuilles de papier et tout le décor est en place. C'est presque de la magie. Voilà. Et en fait, c'est une technique qui est déjà un petit peu industrielle, où chacun a sa tâche. Il y a une répartition des rôles qui est très précise et qui permet de diffuser des grands décors et la mosaïque de manière monumentale. Alors, on l'a vu également dans le reportage, c'est très touchant, cette transmission de génération en génération. Elle perdure pour la famille Patrizio à Marseille, mais pour les Odorico de Rennes, l'aventure s'est achevée en revanche. Eh oui, oui. Malheureusement. Ça, alors après, il faut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la mode n'est plus tellement à la couleur. On va chercher plutôt à des formes très épurées, des décors plutôt clairs, plutôt blancs, et la couleur disparaît progressivement. Elle n'est plus à la mode, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais alors, on va le voir. On en reparlera un peu plus tard dans cette émission. Il y a vraiment un regain d'intérêt aujourd'hui pour l'œuvre d'Isidore Odorico et puis son classement également. Mais ça, on se garde ça pour tout à l'heure. Je vous invite maintenant à faire une visite insolite en direction Vannes, à la découverte des rivières souterraines. C'est un reportage de Maïlène Villaverde et Jean-Michel Piron. De Vannes, on connaît sa ville close, avec ses fortifications, son lavoir et ses maisons à pans de bois. Un héritage historique précieux qui fait l'attrait de la cité morbihanaise. Mais Vannes cache aussi dans ses profondeurs des trésors patrimoniaux bien moins connus. Christophe Le Pennec, historien et archéologue à la ville, nous emmène en expédition souterraine, non loin du port. Le réseau actuel d'adduction d'eau est en effet un témoin unique de l'évolution de la ville. À la fin du XIVe siècle, le duc Jean IV décide d'agrandir l'enceinte urbaine. Il fait alors construire les remparts sud en gagnant du terrain sur la mer. Alors ici, on découvre en fait à l'extrémité du canal, intramuros, une maçonnerie beaucoup plus régulière qui est en fait constituée de gros blocs et qui correspond tout à fait à la largeur du rempart au sud de la ville. Chose étonnante, au centre, on découvre une rainure qu'on appelle une rainure de herse qui permettait, en cas d'assaillant, en cas de danger, de venir clôturer ce canal par une grille métallique. Depuis, la ville n'a cessé d'avancer sur le port. Il faut s'imaginer que jusque vers 1830-1840, la mer arrive pratiquement ici. Voilà, vous avez le reflux des marées qui vient frapper la base du rempart médiéval. Désormais, au-dessus du canal se trouve la place Gambetta, ses cafés et ses restaurants, avec vue imprenable sur le bassin à flot. Notre exploration souterraine se poursuit le long du Rohan. Ce ruisseau, autrefois à ciel ouvert, coule aujourd'hui sous le quartier Saint-Paterne. Et ses rives conservent les traces de la vie passée, comme cette souche d'arbre qui semble défier le temps. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a curieusement un amas de grosses pierres, dont l'aspect surprend un peu. Et quand on regarde en fait les plans, on se demande si on n'est pas sur un ancien tracé d'un mur de jardin. La rivière a été recouverte au début du XXe siècle, mais sur ses berges ont habité des hommes et des femmes pendant plus de 2000 ans. Ce qui est émouvant, c'est de voir encore aujourd'hui les vestiges des maisons qui occupaient l'espace il y a encore moins d'un siècle, et on devine encore ici le rez-de-chaussée des habitations, avec les portes, parfois les fenêtres, et puis bien sûr un emmarchement pour pouvoir accéder à la fois à la rivière, dans le but à la fois de puiser de l'eau pour le jardin, mais aussi accessoirement pour laver le linge. Au fil de l'eau, Christophe nous guide jusqu'à une arche de pont parfaitement conservée. C'est le pont dit de la rue Saint-Nicolas, une construction emblématique datant du Moyen-Âge. Ce pont est le point de passage obligé entre la colline du Bois-Moreau qui se trouve sur la gauche et puis la colline du Minet, là où se trouve la ville fortifiée depuis l'Antiquité. Donc c'est vraiment le passage obligé, le passage de la rivière, dit le passage à gué, qui a donné le nom à Vannes à l'Antiquité, qui s'appelle Vannes Darieretum, qui veut dire le gué bouillonnant, d'après certains érudits. S'enfoncer dans les tréfonds de Vannes, c'est donc aussi réaliser un retour aux sources. Un voyage à travers le temps, vers le berceau de la ville millénaire. Et si l'histoire continue de s'écrire, une chose est sûre, l'eau coule toujours sous le pont Saint-Nicolas.
Magnifique reportage. Est-ce qu'il y a des mosaïques Odorico? Justement, on se posait la question à Vannes. J'ai le souvenir d'avoir vu le paillasson devant un magasin, un paillasson assez grand, je crois, avec les initiales des premiers propriétaires, mais qui était plutôt de la première génération. Bon, si c'est marqué IO, il n'y a pas de doute. C'est pas sûr. C'est très rarement signé, malheureusement. Allez, on va parler d'autres artisans, mais cette fois-ci des luthiers. Vous vous souvenez sans doute, la semaine dernière, nous vous présentions le très beau projet La Dissidente, soumis à contribution sur la plateforme de financement participatif Kengo. Eh bien, c'est le moment d'une petite piqûre de rappel, car il ne vous reste plus que 4 jours pour participer. Vous vous souvenez, c'était cette guitare collective qui a été façonnée par quelques 18 artisans luthiers, un peu partout dans toute la France. Eh bien, elle sera vendue via une tombola dont les billets sont en vente sur Kengo. À quoi servira l'argent récolté? Eh bien, il ira à une association qui lutte contre la déforestation, car cette problématique est en lien direct avec le métier des luthiers, qui essayent de se fournir en bois local ou de récupération. Pour participer à la tombola, c'est très simple, il suffit d'aller acheter un ticket à 5 € sur le site kengo.bzh. Voilà pour le petit rappel. On va maintenant vous retrouver, Christelle, pour notre rubrique archives. Alors, vous nous emmenez, cette fois-ci, jusqu'en 1962. De quoi traite cette archive? Dites-nous tout. Alors, j'ai choisi une archive qui parle des employés de maison à Paris. Donc, dans les années 60, on verra que ce n'est pas le début de l'émigration bretonne, mais ça représente un peu ces jeunes filles qui vont travailler dur dans la capitale, un peu comme bonne à tout faire. Bon, alors on va sujet regarder. qui est assez mignon, je trouve. On va regarder tout de suite et on en reparle juste après. On le met en perspective grâce à vous. Bonjour mademoiselle. Je vois que vous arrivez avec votre valise. Vous arrivez de Bretagne? Oui, madame, j'arrive de Rospordin. De Rospordin. Et alors? Je suis sans travail. Vous êtes sans travail. Il n'y a plus de travail là-bas. Vous travaillez où là-bas? Dans une usine de conserve. Dans une usine de conserve. C'est fermé maintenant. Et oui, bien sûr, c'est le problème. Et alors, vous n'avez pas de famille à Paris? Personne, madame. Personne. Vous voulez être logé alors? Oui, madame. Employé dans une maison bourgeoise ou dans un commerce? Il vaudrait bien un commerce. Oui, vous avez peut-être raison. Vous savez bien calculer, vous préférez être dans un commerce. Parce que quelquefois, on travaille dans l'appartement et puis on aide un petit peu de temps en temps à la boutique. C'est intéressant. Eh bien, on va vous chercher ça, mon petit. Maintenant, nous voici au cœur de la Bretagne. Nous avons interrogé quelques jeunes filles. Mademoiselle, vous êtes serveuse dans un restaurant de Paimpol. Est-ce que vous vous plaisez ici? Oh oui, beaucoup. Vous êtes actuellement serveuse à la cantine de l'école de Perrette. Avez-vous l'intention d'y rester? Non. Vous voulez aller à Paris, certainement? Oui. Mademoiselle, ne souhaitez-vous pas, comme beaucoup de jeunes filles de votre région, devenir employée de maison à Paris? Non. Vous n'avez cependant pas l'intention de venir à Paris? Oh, je ne pense pas. Non, je préfère rester dans mon pays. Je suis chez moi, j'ai ma famille. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas m'éloigner trop de la maison. Je préfère rester le plus près possible de mes parents. Ça change avec la campagne et pour une jeune fille, c'est quand même plus agréable. Vous ne croyez pas que vous seriez davantage payée à Paris? Je ne sais pas. Oui. Si, je serais mieux payée. Vous auriez peut-être plus de liberté? Oh, je ne pense pas, non. Oh, je suis assez libre ici. Alors ici, il y a des distractions aussi. Alors Christelle, cette émigration, elle remonte bien avant les années 60 finalement. Oui, fin du 19e siècle, en fait, l'émigration bretonne va commencer vers Paris. Alors, pour donner un petit peu un contexte, à l'époque, en Bretagne, il y a à peu près 3 millions de personnes et 70% de la population est rurale. Donc les gens, l'exiguïté de ces exploitations agricoles va pousser en fait certains à chercher un emploi et à monter sur la capitale. Alors vers la capitale ou bien aussi vers Saint-Nazaire pour les chantiers de construction, vers aussi la zone
la région d'Anjou, dans les ardoisières. Donc c'est une émigration qui au départ est temporaire et qui va devenir définitive souvent. Alors parfois, ces personnes trouvent des métiers un peu étonnants. Quel type de métier trouvent ces Bretons qui quittent leur terre natale finalement ? Alors comme ce sont on va dire des personnes qui sont considérées comme assez robustes et puis une main-d'œuvre un peu moins coûteuse, c'est souvent des saisonniers qui travaillent dans l'agriculture ou bien dans les chantiers navals, effectivement. Donc voilà, des ouvriers souvent, ou pour les femmes, parce qu'on va le voir, des bonnes à tout faire en fait. Alors c'est ça, c'est ce que vous allez nous expliquer. C'est une nouvelle vie qui n'est pas forcément facile finalement pour ces jeunes femmes, contrairement à ce qui est montré dans le reportage que l'on a vu tout à l'heure. Effectivement. En fait, ce reportage montre une image très positive de cette émigration bretonne des jeunes femmes, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes qui sont parties dans la capitale. Et fin du 19e, début du 20e, il y a aussi beaucoup de pauvreté. Et parfois, les jeunes femmes peuvent glisser vers la prostitution. Enfin, donc c'est vrai que c'était pas toujours aussi simple. Mais donc on sait que ces jeunes femmes bretonnes qui étaient un peu naïves, on les considère un peu niaises, mais aussi elles aussi assez robustes, ont donné naissance à l'image de la Bécassine. Ouais, c'est ça, la fameuse Bécassine créée en 1905, c'est ça, le personnage de Bécassine, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette. Oui, c'était un hebdomadaire pour les fillettes, qui était créé par Jacqueline Rivière, je crois, et puis le dessinateur Joseph Pinchon, qui a en fait créé cette image qui est un peu cliché en fait, mais qui néanmoins représente un peu justement cette émigration et cette image de la bonne à tout faire qui est recrutée par les bourgeoises dans la capitale. Voilà. Alors pour assurer, on le voit, soit travailler des travaux de la maison, et sinon dans le commerce aussi, quand ce sont des commerçants qui les font travailler dans les deux domaines. Alors vous parliez tout à l'heure de dérive vers la prostitution parfois malheureusement, et certains se sont mobilisés justement à Paris pour les aider, ces jeunes femmes qui tournaient mal entre guillemets. Alors en 1926, Geneviève de Blinière, qui a consacré sa vie aux œuvres sociales, va monter à Paris et va contribuer à la création en 1933 d'une maison d'accueil pour justement recueillir ces jeunes femmes à la gare Montparnasse et les aider à les diriger vers un emploi, pour éviter justement de glisser dans la pauvreté et donc pour les accompagner vers l'emploi. Donc on le voit en fait dans ce reportage, cette femme qui encadre, qui va contacter même les maisons, les maisons bourgeoises pour les placer et pour les placer dans les meilleures conditions, à des salaires décents et dans des conditions aussi de vie décentes aussi. Est-ce que cette émigration a évolué au fil du temps ? Complètement. En fait, elle est passée d'une émigration qui était plutôt une migration de personnel non qualifié à une émigration plus qualifiée, de personnes plus diplômées. Donc les femmes sont devenues plutôt des fonctionnaires dans la fonction publique, à la RATP, à la SNCF, à la Poste, et ont contribué elles-mêmes à la modernisation finalement. Quand elles sont venues en Bretagne, par cette vie citadine qu'elles vivaient à Paris, quand elles sont venues en Bretagne, elles ont un petit peu contribué à la modernisation de la région. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour cet éclairage. Vous connaissiez cette histoire des Bécassines Un petit peu, mais je ne savais pas qu'il y avait eu des gens à se mobiliser justement pour les aider et pour observer c'est ce qu'il faudrait faire pour les migrants aujourd'hui. Les Italiens, eux, se sont visiblement bien débrouillés tout seuls, mais c'est intéressant de voir que la Bretagne, déjà, ça inquiétait un petit peu les... Ouais. Et ça existe toujours. Cette maison d'accueil est devenue un centre social et puis aujourd'hui un foyer de jeunes travailleurs. Donc ça a perduré et on sait qu'il y a la Maison de la Bretagne à Paris, il y a une grande solidarité bretonne. Et des Bretons très actifs, les Bretons de Paris notamment, cette association qui œuvre justement pour faire rayonner la Bretagne un peu partout, cette Bretagne qui rayonne et qu'on aime. Voilà, c'est l'heure maintenant de la moitié de cette émission. On va tout de suite rejoindre Catherine Bossard. Ma chère Catherine, qu'avez-vous retenu de cette première partie ? Ah, oula. Bonjour. Je m'appelle Soisic. Mon usine de conserve a fermé et je n'ai pas de famille et je n'ai pas d'amis. Mais je voudrais aller à Paris pour retrouver Didier Barbelivien.
Et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime. Vous pouvez m'arrêter, Laurence. Ça y est, Merci. merci. Ça ira, merci beaucoup. J'espère que la suite va vous inspirer autant, ma chère. Allez, nous retrouverons tout à l'heure Aurélie Vérité avec des idées d'aménagement d'intérieur. Mais pour l'heure, chère Catherine, c'est le moment d'annoncer les titres de nos journaux. Allez, nous reviendrons sur le match Rennes-Monaco qui se déroulait hier soir. Puis nous recevrons le directeur du plus grand planétarium de France, celui de Pleumeur-Baudou, créé il y a 30 ans. Et puis en musique, enfin, avec le groupe Heure qui était en concert hier soir à l'Opéra de Rennes. Un concert forcément très émouvant. Voilà, mais écoutez, c'est l'heure de retrouver l'ami Billy à la SPA de Rennes. C'est parti. Alors Billy, vous en êtes où? Dites-nous tout. Alors Laurence, nous revoilà ce matin à la SPA de la Route de Lorient. Et donc nous avons maintenant un petit coup de cœur de Jennifer. Oui. C'est mademoiselle... Une amie. Alors je dis mademoiselle, mais c'est plutôt une mamie, parce qu'elle a quel âge? Elle a 13 ans environ. 13 ans, petite mère. Donc on a envie de quoi pour cette demoiselle? Juste une famille qui l'aime, tout simplement. Voilà. Voilà. Qu'elle soit en maison, en appartement, qu'il y ait d'autres chiens, des enfants. C'est une chienne qui saura s'adapter à toute situation à partir du moment où elle est aimée. D'accord, donc c'est une petite chienne qui a besoin d'une famille d'accueil, enfin une famille d'accueil, des gens qui l'adoptent, pour une fin de vie, un petit coin de canapé devant les programmes là, de France Télévisions cet après-midi. On est une petite mamie, un petit papy, on a envie d'avoir juste une petite demoiselle vraiment sympathique comme tout pour faire des câlins. Très attachante comme petite chienne. Ouais, voilà. Alors c'est quoi comme race ça? Un petit croisé de terrier, c'est pas trop avec quoi, un petit ratier quoi. Voilà, c'est juste une demoiselle qui a juste besoin une petite d'amour. beauté, petite c'est douceur. clair. Le petit coup de cœur d'aujourd'hui de la Route de Lorient, de ce petit refuge là, de la SPA, mademoiselle Nani. Donc écoutez Laurence, je vous dis tout à l'heure avec les petits chats, mais là cette demoiselle, on aimerait vraiment bien qu'elle trouve une petite famille d'accueil. Allez, à tout à l'heure. Allez, Nani nous a fait tous et toutes chavirer le cœur ici sur ce plateau. Il faut lui trouver une famille d'accueil, absolument. On va rester dans les arts décoratifs avec vous, Aurélie. Alors, tous les 15 jours, vous venez nous donner de précieux conseils d'aménagement pour notre intérieur sous la forme d'un avant-après. Quel est le projet sur lequel vous avez travaillé aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on a travaillé sur un séjour et cuisine. Et en fait, les personnes avaient envie de révéler une ancienne cheminée qui était cachée derrière le canapé. On va voir les photos justement du projet tout de suite mise en contexte. Ici, on a la cuisine. Voilà. La cuisine, on voit du coup une assez grande cuisine aménagée, équipée, dans laquelle les gens adorent y passer du temps en famille, adorent cuisiner, ils vivent presque plutôt plus dans la cuisine que dans le salon. C'est ça, tout à fait. Ils vivent plus dans la cuisine que le salon parce que justement le salon, peut-être qu'ils le trouvent un peu moins lumineux, c'est un peu moins pratique et ils ont envie d'ouvrir un peu plus la cuisine vers le salon. Donc là, vous voyez, derrière le canapé, en fait, ils ont découvert qu'il y avait un conduit de cheminée et ils ont voulu gratter un peu le mur. L'idée lumineuse est arrivée. Et l'idée lumineuse est arrivée. Alors ils ont envie d'oser, ils ont envie de faire des travaux et en même temps ils ont un peu de mal à se projeter et à savoir combien ça va leur coûter et qu'est-ce que ça va donner au résultat puisque ils ont envie de recréer de l'espace dans cette pièce à vivre. Alors la première étape, c'est donc de réorganiser un peu ces volumes, n'est-ce pas ? Tout à fait, vous avez compris. Donc on a retravaillé sur les volumes, on va voir justement la répartition. On voit le côté cuisine qui prend pas mal de place. On a une belle cuisine et en face, on va créer un espace détente. Ils avaient envie de garder cet endroit où ils peuvent recevoir du monde et ils sont en train de commencer à préparer à manger et même d'y intégrer une bibliothèque parce qu'ils aiment beaucoup lire. Ouais, c'est une idée un peu surprenante dans une cuisine. On va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas, après tout. Oui. Et puis, ils ont réouvert la pièce vers le séjour. Et donc, là, on va intégrer une porte coulissante, ce qui est assez pratique, qui permet d'ouvrir et fermer, d'atténuer un peu les bruits quand c'est occupé des deux côtés, sans prendre trop de place. De l'autre côté, partie salon. On voit le coin feu, ça y est, qui prend sa place et le séjour qui va être totalement réaménagé avec un canapé d'angle pour justement s'ouvrir sur cette pièce. C'est une très belle idée. Alors la seconde étape consiste du coup à imaginer une planche tendance à partir de ce que le client a exprimé. Voilà, donc là on lui montre pas mal de photos au client pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il a envie et on retrouve des grandes clés tendances actuelles. Le bleu canard par exemple. Le fameux bleu canard. Le fameux bleu canard qu'on voit partout, tout le monde aime ce bleu. Beaucoup, qui est sympa. Oui, on aime beaucoup et l'idée ici ce sera peut-être de le mettre derrière le canapé pour démarquer un petit peu
les espaces. On retrouve aussi l'idée de pêle-mêle de miroirs qu'on va mettre sur un mur pour aussi venir donner du cachet. Et ici, avec les miroirs, ça va donner de la luminosité dans la pièce. Et puis, on sera avec des carreaux de ciment qui vont être posés peut-être comme un tapis devant la cheminée pour là aussi donner un peu plus de caractère à la cheminée. Alors, vous nous montrez ce que ça peut donner en 3D pour nous mettre l'eau à la bouche. On va voir ça. Rien de tel que la 3D. Aujourd'hui, on peut projeter du coup ce que ça pourrait donner. On retrouve la cuisine qui a été réaménagée. On voit qu'il y a un vaisselier. En fait, il y avait un placard aménagé avant qu'on a supprimé pour remettre ce meuble et vraiment délimiter l'espace cuisine avec la télé, la porte coulissante qui donne vers le salon. On va voir ensuite l'espace détente ici qui a été réaménagé. On a conservé le piano. Ils avaient un beau piano en bois qu'ils voulaient absolument conserver. Donc là aussi dans la cuisine, c'est un peu surprenant et ça peut être super convivial. Hein, c'est vrai que c'est pas habituel, mais c'est une chouette idée. Et la bibliothèque qui a été créée dans cette partie cuisine. Juste à côté du réfrigérateur, c'est marrant quand même. Oui, tout à fait, avec une démarcation. Et en même temps, la cuisine, c'est vraiment une pièce à vivre. Ouais. Et c'est vrai que surtout dans les cuisines familiales, on a envie d'y passer pas mal de temps. Et ici, on se projette bien en fin de journée à bouquiner un livre, manger un cheesecake avec un petit café. Bah, je ne sais pas vous, mais... Là, on s'y voit déjà. Et donc voilà pour la cuisine. Ouais. Et puis après, on va voir ce que ça va donner. Alors, justement, la cheminée, ils voulaient réintégrer la cheminée. Donc là, ils ont fait des recherches pour voir ce qui était possible de faire. Conserver le conduit, elle est plutôt sur un poêle. Amener quelques flammes ici. On voit au sol ce tapis avec des carreaux de ciment qui permettent de délimiter l'espace, le coin feu. Et puis derrière, le séjour avec ce pêle-mêle de miroirs, le beau canapé qui va pouvoir accueillir toute la famille pour se retrouver au coin du feu. Bon, en tout cas, c'est un très très beau projet. Merci Aurélie. On a presque envie, vous nous donnerez l'adresse des gens chez qui c'est parce que c'est sympa. Juste le côté budget, allez, on en parle quand même. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée pour se projeter un petit peu ? Bah oui, bien sûr, c'est important. On a envie de faire des projets, mais on ne sait jamais combien ça va nous coûter. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, sur les pièces, on est sur un volume de 70 mètres carrés. Dans le projet, on a refait le parquet, le sol, les peintures, retravaillé tout le mur de briques. Ensuite, on a réaménagé la bibliothèque. On a vu dans la cuisine, qui est une bibliothèque sur mesure. Et on a renouvelé le mobilier avec le canapé, les fauteuils, les tables. En gros, il faut compter un budget de 7 000 €. Voilà, avec les artisans qui viennent travailler et l'ensemble des matières. En même temps, c'est carrément 70 mètres carrés complètement revisité. Voilà. Revisité, un nouveau look pour redonner un nouveau souffle à son intérieur. Une nouvelle vie, donc allez-vous une petite réalité virtuelle pour oui, bien sûr, je peux vous montrer de nouveau. Christelle peut peut-être découvrir ça et Capucine aussi. Vous connaissez ? Est-ce que vous avez déjà testé des casques de réalité virtuelle ? Du tout. Imaginez Odorico avec ça. Imaginez, pendant qu'il fait ses mosaïques. Mais justement, là, je trouve qu'il y a un petit retour, des petites inspirations quand même aux motifs, les carreaux de ciment, etc. Carreaux de ciment, on peut retrouver des motifs qu'on trouve aussi dans les mosaïques. Ouais, tout à fait. Cette inspiration de mosaïque. Alors, vous vous y croyez, Christelle ? Vous vous voyez bien sur le piano dans la cuisine ? Là, elle est dans le sage. Je peux faire le coin du feu. Voilà. On a projeté dans le coin du feu. Ouais, je me sens très très bien dans le canapé là. Bon, écoutez, on vous laisse un peu dans le canapé et puis on va tout de suite revenir vers Capucine le maître. Il y a un véritable regain d'intérêt, vous le disiez justement, et c'était intéressant de voir les inspirations d'Aurélie. Un regain d'intérêt pour la mosaïque. Fut un temps, on bazardait tout, on enlevait. Moi-même, j'ai eu un carrelage Odorico chez moi et l'artisan ne comprenait pas qu'on veuille le garder. Qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Les modes évoluent. Il y a un moment, on a voulu vraiment épurer, on a voulu des grandes surfaces blanches, très, très sobres, peut-être un peu austères et peut-être un peu trop austères parce qu'aujourd'hui, finalement, on a la modernité des années 50-60. Peut-être qu'on l'a trop vu. Peut-être que le blanc, le gris, les couleurs taupes, par exemple, qu'on aime bien aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de s'en lasser tout simplement et qu'on va associer un petit peu de couleurs vives. Ce qu'on voit dans quelques bâtiments, d'ailleurs, dans Rennes, dans les nouveautés, là, des choses assez vives. Alors peut-être qu'on s'en lassera aussi de nouveau, certainement. Mais je pense que c'est une sorte de combat un peu contre la monotonie urbaine, contre la grisaille.
Ah bah là, c'est sûr qu'on n'est pas dans la grisaille et la monotonie avec Odorico. Est-ce que l'héritage d'Odorico est bien protégé? Est-ce que ces mosaïques sont classées? Très peu. Très peu, c'est ça qui est étonnant. La piscine Saint-Georges n'est inscrite sur la liste des monuments historiques que depuis 2016. C'est donc il faut savoir alors que c'est un bijou absolu. L'immeuble Poirier qu'on a vu tout à l'heure, restauré par Michel Patrizio, là, lui aussi a été inscrit en 2014, il me semble. Mais on a très peu de choses qui sont classées et aujourd'hui on voit beaucoup de mosaïques qui disparaissent. Il y a quand même des associations de défense qui se créent. Avec les Amis du patrimoine rennais, je sais que nous on essaye moi j'en fais partie aussi, donc on essaye de surveiller et puis de protéger ce patrimoine tant qu'on peut. On voit la piscine Saint-Georges. Je pense que dans d'autres villes, d'autres sont actifs aussi, parce qu'on ne peut pas rester insensible à la qualité de ces décors. On est peut-être un peu nostalgique aussi de cette élégance, de ce raffinement. On a peut-être un peu perdu ça. Il y a peut-être un peu de ça. Alors l'ouvrage justement que vous publiez aux éditions Ouest France a reçu déjà un excellent accueil. Comment vous expliquez cet enthousiasme des Rennais, enfin même des Bretons en général. Des Rennais, je sais pas. Je pense que c'est vraiment l'idée de cette couleur-là, de cette nostalgie, de l'élégance, du raffinement, de l'attention qu'on porte aux moindres détails, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à faire plutôt dans le gros œuvre, et puis on va à l'essentiel, on reproduit beaucoup. Là, on est dans la minutie. À l'ère de la reproductibilité à l'infini, alors que là, on a vraiment des décors uniques. C'est magnifique. Alors d'ailleurs, le livre est magnifiquement servi par les photographies d'Hervé Ronet. Oui, qui est un très grand photographe, je tiens à le préciser aussi, parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on rentre aussi dans cet ouvrage. On rentre dans cet univers fabuleux. Et puis, dites-nous également un mot du co-auteur, Daniel Enoch. Racontez-nous, parce que c'est une histoire assez étonnante. Qui est cet homme? Alors, Daniel, c'est quelqu'un que moi, j'ai rencontré grâce au patron d'un bar de Rennes, qui est non loin d'ici d'ailleurs, qui était le Scaramouche, et puis qui est concierge dans des immeubles et qui a un jour dû faire une course ou livrer un colis chez des gens qui avaient une belle mosaïque. Il a découvert ce décor, il a été... Coup de foudre. Ça a été le coup de foudre radical, il a été passionné et il est allé chercher en fait toutes les mosaïques qu'il pouvait trouver. Alors d'abord dans Rennes, puis après le week-end il est parti sur la côte, puis pendant ses vacances, etc. Il a continué, une véritable passion. Et depuis, il n'arrête plus. C'est vraiment une passion. Ça fait 15 ans qu'il est sur les traces de ces mosaïques. Et il ouvre des portes pour nous, pour moi notamment, ce qui me permet ensuite d'écrire et puis de connaître des nouvelles choses. Ou pour le photographe, là, c'est lui qui a vraiment ouvert toutes les portes et qui connaît tous ses propriétaires. Là. Même voilà, des gens après qui ont ouvert leurs portes, dont on ne citera pas le nom évidemment, parce que ce sont des lieux privés, on ne veut pas qu'ils soient dérangés. Donc c'est un ouvrage qui s'adresse au grand public, ça c'était important pour vous. Oui. Ne pas faire un livre pour des spécialistes de l'art décoratif, mais vraiment pour tout le monde, tout à chacun. C'était de mettre mes connaissances, moi, historiques, au service du grand public pour vraiment que les gens soient sensibilisés, parce qu'on rentre surtout par l'image dans cet ouvrage, donc que tout le monde soit sensibilisé à ce patrimoine et puis qu'on évite de dire c'est moche, c'est triste, les couleurs, on n'en veut plus, etc., etc. Et qu'on ait au moins cette conscience patrimoniale et qu'on soit un petit peu éveillé à ce goût pour la mosaïque. Même les plus petits, D'ailleurs, les plus petits sont encore plus sensibles, je pense, que les adultes aujourd'hui. Il y a des ateliers souvent organisés pour eux à la découverte justement de la mosaïque. Eh bien, écoutez, l'ouvrage Odorico, l'art de la mosaïque est paru aux éditions Ouest France. Les amoureux du patrimoine, d'ailleurs, pourront vous retrouver prochainement avec Daniel Enoch le 19 mai avec plaisir. À Saint-Malo. C'est ça, dans le cadre du festival Étonnant Voyageur. Allez, on va retrouver un autre voyageur, notre ami Billy, qui se balade cette fois-ci à la SPA de Rennes, encore une fois. Billy, dites-nous tout, vous avez un nouvel animal à nous présenter. Nous sommes de retour ici au refuge de la SPA avec Jennifer et nous avons maintenant un petit loulou qui s'appelle Poudre. Poudre. Alors Poudre, c'est un bagarreur cogneur. Oui, c'est un petit bagarreur avec les autres chats. Bon, par contre, c'est un véritable amour avec les humains. Voilà, c'est ça. Donc ce petit jeune homme, en fait, il est ici pour se remettre parce que quand il est arrivé, il a été voir d'autres chats et il n'aime pas les autres chats, ce petit jeune homme. Voilà, il est arrivé en mauvais état, donc là, il se retape petit à petit. Okay. Il commence à reprendre confiance. Et c'est un petit chat qui a 9 ans. Donc voilà, qui demande que de l'amour. A priori, avec les humains, tout va bien. Avec les humains, c'est vraiment un ange, vraiment. Donc on a une maison ou un appartement. Attention, peut-être qu'il peut sortir quand même, du coup, même s'il n'aime pas les autres chats. Vaut mieux éviter. C'est vrai qu'il serait mieux en intérieur. Il serait mieux en appart.
Donc il est propre, hein, c'est des petits chats qui restent bien à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, s'il a la possibilité de côtoyer d'autres bonhommes, il veut montrer que c'est un bonhomme aussi. C'est ça, il est assez territorial, donc il vaut mieux effectivement qu'il reste à la maison tranquillement. Il s'en plaindra pas de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Il va aimer mettre quelques petits poils sur le canapé. Eh bien, écoutez, Laurence, donc voilà, ce petit bonhomme qui s'appelle Poudre, qui donc est là cet après-midi, disponible à l'adoption. Il faut juste lui faire quelques petites papouilles. Il n'y a pas de soin à faire particulier, juste l'aimer, quoi. Allez, à bientôt, Laurence. Alors, merci Billy, ce qu'on appelle un chat d'intérieur, vaut mieux le garder chez soi tranquillement, à côté de la cheminée ou à côté du piano. On lui trouvera une petite place. Merci beaucoup Capucine Lemaitre d'avoir été à nos côtés pour nous parler de ce bel ouvrage Odorico, l'art de la mosaïque. Merci Christelle, merci Aurélie. C'est maintenant le moment du débriefing de notre chère Catherine qui arrive tranquillement. Catherine, dites-nous tout. Coucou tout le monde, coucou à tous. Voilà, c'est le retour de la rubrique mode, la rubrique fashion, que vous attendez tous. Donc on est super dans la tendance. Aurélie, tu en parlais, la tendance est au bleu canard. Eh bien, la tendance est aussi au bleu et blanc. Voilà, tendance logo France 3, bravo les filles. La petite blouse, le logo Lina aussi, c'est super. Voilà, vous êtes à fond dans la tendance aussi. On est comme ça. Avec le motif Odorico, super, super Laurence. On est à fond dedans. Donc voilà, au niveau des tendances, je voulais aussi vous récapituler la tendance, notamment, c'est au niveau des prénoms. Donner des prénoms d'humains aux chiens et aux animaux. Par exemple, Eric. Didier aussi, c'est un très beau prénom. Donc Didier Barbelivien n'est pas là, mais c'est un très joli prénom pour les chiens. Moi, mon chat s'appelait Maurice. Bon, j'en ai plus, il est parti en vacances. L'autre, il y a quelques années déjà, il n'est plus là. Et puis sinon, par exemple, pour vos enfants, pensez à des petits prénoms comme Médor, Pilou, Moumout ou Luna. Et rappelez-vous que c'est l'année des O aussi. Alors pourquoi pas Odile pour un petit Yorkshire, c'est choupinou. J'ai vu aussi Oui Oui pour vos enfants, par contre Oui Oui ou Pet, si on ne sait pas trop comment ça arrive. Pensez aussi que Poudre est archi en avance sur la tendance parce que ce sera l'année prochaine, l'année d'épée. Donc voilà, n'hésitez pas à adopter Poudre, c'est ça Et Odorico, non, si c'est l'année des O, c'est bien ça mais aussi. Oui, mais complètement. Non mais voilà. Il va y avoir plein d'Odorico, vous allez On voir. est à fond dans la déstructuration, vous voyez, Odorico, les lignes qui s'entremêlent et tout. On met des bibliothèques dans les cuisines. On va mettre aussi des lave-linges dans les chambres du petit dernier. On va mettre des frigos dans la chambre. On se libère. Ça peut verser. On se libère. Mais oui, mettez en mode essorage. Voilà, peut-être, au moins ça couvre peut-être les cris aussi du petit enfant. Donc on se libère des structures de la maison. Et puis Odorico, bien sûr, place à la couleur. Voilà, vous dites c'est une tendance d'entre-deux-guerres, mais parce qu'on n'est pas tout le temps entre-deux-guerres. Donc place à la couleur, stop au taupe, stop au gris, stop au blanc. Voilà, place à la couleur, c'est le printemps. Voilà, mais vous avez chanté en début d'émission, ma cocotte, faut pas oublier. Oui, va falloir rattraper ça. Hein, oui. Bon, allez. C'est Christelle qui pourra chanter, par exemple. Elle chante très, sans très rancune. bien. Merci à tous d'avoir été à nos côtés dans cette émission Haute en couleurs. À demain, 9h50. C'est en ce moment le Festival d'animation national du film. Je vais y arriver. Je la refais, parce que là, ça va pas du tout. C'est en ce moment le Festival national du film d'animation de Rennes Métropole. Et nous vous parlerons du film Le Quatuor à cornes, un film vachement bien, adapté du livre de l'auteur quimpérois Yves Cotten. Le réalisateur Benjamin Bottella a confirmé que cette histoire est un véritable petit bijou. Vous verrez cela. Ils seront tous les deux nos invités. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Un petit coucou à la régie. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir ? Allez, à bas le taupe. À bas le taupe. Stop au taupe. Belle journée.